fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Grands Débats. Aujourd'hui, retour sur une séance qui restera sans doute dans l'histoire de la législature. Nous sommes le 16 mars 2023. Elisabeth Borne s'apprête à recourir à l'article 49.3 de la Constitution après 2 mois de bataille parlementaire et d'opposition dans la rue. Cet article lui permet de faire adopter sa réforme des retraites sans passer par le vote final des députés. La décision a été prise quelques minutes seulement avant l'ouverture de la séance, de quoi déclencher les foudres d'une partie de l'opposition. Regardez. La parole est à Madame la Première ministre. Il y a un tel vacarme dans l'hémicycle que la présidente de l'Assemblée nationale est obligée de suspendre par 2 fois la séance. La séance reprend dans un brouhaha toujours indescriptible, alors que sur les bancs de gauche, on continue à chanter en boucle la Marseillaise. Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, en engageant la responsabilité de son gouvernement, le 15 novembre 1990, lors du débat sur la création de la contribution sociale généralisée, Michel Rocard avait eu ces mots. Dans un scrutin où chacun voterait selon sa conscience, permettez-moi de dire que je suis sûr que ces dispositions réuniraient une majorité, peut-être même une large majorité. Ces mots, aujourd'hui, je les fais miens et j'ajoute que si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là cet après-midi. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont refusé d'échanger idée contre idée, programme contre programme, et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Et les cris, au moment même où je m'exprime, n'en sont qu'une preuve supplémentaire. Ce sont les mêmes qui n'ont cessé de remettre en cause notre procédure parlementaire, nos institutions et donc notre démocratie. Enfin, cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre tout au long des débats, qui ont préféré se taire, profitant en silence des outrances des uns et des revirements des autres. Mesdames et messieurs les députés, ce que je veux retenir de ces derniers mois, c'est que nous avons mené depuis l'automne dernier, avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, une concertation dense avec les organisations syndicales, patronales et les groupes parlementaires.
Ce que je retiens de ces dernières semaines, c'est que nous nous sommes donné les moyens de la discussion et que vous avez passé plus de temps de débat sur cette réforme des retraites que sur chacune des deux précédentes. Ce que je retiens, c'est l'engagement que j'ai pris devant vous lors de ma déclaration de politique générale et lors de la présentation du projet du gouvernement pour les retraites, toujours rechercher des compromis. Le temps passé à dialoguer avec les partenaires sociaux et les parlementaires qui étaient attachés, comme nous, à garantir l'avenir de notre système de retraite par répartition nous a permis de converger autour de propositions nouvelles et d'une réforme enrichie, améliorée, mais toujours équilibrée. Hier, la commission mixte paritaire, cœur même de la co-construction parlementaire, composée de députés et de sénateurs de toutes les sensibilités, et où les soutiens du gouvernement ne sont pas majoritaires, a construit un compromis. Ce compromis n'est pas le projet du gouvernement, c'est le texte du Parlement. Ce compromis, je n'en partageais pas tous les points, mais c'est le vôtre, enrichi de propositions de la majorité et des oppositions des deux assemblées et adopté au Sénat ce matin. Et le texte du Parlement, que contient-il? Ça n'est pas un compromis tiède, au contraire. Ce sont des avancées pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour celles et ceux qui ont des métiers difficiles, pour revaloriser les pensions des femmes et mieux prendre en compte leur carrière, ou encore pour augmenter les petites pensions. Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première ministre, je vous remercie. Elisabeth Borne n'était pas sûre d'avoir le nombre de voix suffisant pour faire passer sa réforme emblématique du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Décision a donc été prise d'engager la responsabilité du gouvernement. Le recours à l'article 49.3 sur un texte a pour conséquence l'adoption de celui-ci, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent. C'est ce qui se produit le 20 mars. 2 motions sont déposées, la première portée par le chevronné Charles de Courson. Le groupe Lyot a pris l'initiative de cette motion de censure parce que nous défendons plusieurs valeurs qui sont attaquées par ce texte sur les retraites. Nous défendons une nation française décentralisée politiquement, mais aussi socialement. Nous défendons une société solidaire qui aide chaque citoyen à trouver sa place, une république sociale telle qu'elle est inscrite dans notre Constitution. Nous défendons aussi une société libre qui permet à chacun de choisir sa vie, y compris le moment de sa retraite. Au début de l'examen du projet de loi sur les retraites, nous avons parlé de déni de démocratie.
Depuis, le gouvernement a usé de toutes les manœuvres possibles pour contourner et contraindre le débat parlementaire pour tordre les procédures. Nous avons déposé cette motion de censure car vous avez clairement détourné l'esprit de la Constitution. Vous avez fait le choix tout d'abord de recourir à cette fausse loi de financement rectificatif de la sécurité sociale dès janvier, alors même que la loi initiale était à peine votée. La note du Conseil d'État ne nous a pas été transmise. Nous savons que certains des articles du texte sont de véritables cavaliers sociaux. C'est le cas notamment de l'index senior, de dispositions relatives à la pénibilité ou à l'Agirc-Arrco. Ce que je dis ici n'est ni anecdotique ni technique. Vous avez délibérément choisi cette procédure pour préparer un éventuel passage en force. Une procédure qui facilite le recours à un 11e 49.3 en un an. Une procédure qui encadre et contraint les délais d'examen, rendant impossible tout débat serein et approfondi. Résultat, l'Assemblée nationale n'a examiné que 2 articles. Elle a d'ailleurs à une large majorité rejeté l'article 2, malgré tout transmis au Sénat par le gouvernement. Au Sénat, justement, vous avez fait le choix de recourir au vote bloqué du 44.3 pour écourter les débats. Et tout cela pour, in fine, nous priver d'un vote sur le texte issu de la CMP. Comment accepter un tel mépris du Parlement? Comment accepter de telles conditions d'examen sur un texte qui aura des incidences durables sur la vie de millions de nos compatriotes? Alors qu'il fallait un vrai dialogue avec les forces politiques et les partenaires sociaux, vous n'avez proposé aux organisations syndicales qu'un semblant de concertation, ajoutant au déni de démocratie politique un déni de démocratie sociale. Le président Macron, après sa réélection, reconnaissait que, je cite, « nombre de Français avaient voté pour lui, non pour son programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. » Et de nous promettre, je le cite, « J'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. » Qu'est-il advenu de cette promesse, Monsieur le Président? Qu'en est-il du fond de cette réforme? Rappelons que ce projet de loi a été vendu autour de 2 arguments, la justice sociale et le financement durable de notre système de retraite. Votre premier argument ne tient pas. Vous le savez, au fond de vous, le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans cristallise en réalité toutes les injustices. Les 17,7 milliards d'euros d'économies attendues sont essentiellement portés par les plus modestes. Ils portent sur ceux qui auront à travailler plus sans voir leur pension progresser, sur ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui exercent souvent des emplois pénibles, précaires, ceux qui ont des carrières hachées, et donc principalement les femmes. Ce sont toutes ces personnes qui ont été peu reconnues lors de la crise sanitaire et qui subissent maintenant l'inflation de plein fouet. Cette réforme augmentera la précarité de nos compatriotes qui, après 55 ans, sont souvent, hélas, déjà poussés vers la sortie, le chômage ou le RSA. Conscient des inégalités que vous aggravez, vous avez tenté d'atténuer l'injustice de votre projet en introduisant des mesures cache-misère mal calibrées, quitte à aboutir à des usines à gaz. La promesse de pension minimum à 1 200 € pour tous n'est qu'une illusion, voire un mensonge révélé par l'obstination de plusieurs de nos collègues à demander la vérité. Après nous avoir dit qu'ils n'avaient aucun compte à nous rendre, le ministre a reconnu que la mesure ne toucherait pas 200 000 bénéficiaires, mais entre 10 000 et 20 000 personnes chaque année. Autre tour de passe-passe, celle de faire croire que nos concitoyens qui ont commencé à travailler avant 21 ans ne cotiseraient jamais plus de 43 ans. Tout ceci est faux. Les conditions pour bénéficier du dispositif carrière longue sont bien plus complexes. La réalité, c'est que dans 2 tiers des cas, ces personnes devront cotiser plus de 43 annuités. J'en viens à présent à votre deuxième argument, le redressement des comptes de la branche retraite. Avant tout, je rappellerai les insuffisances de l'étude d'impact qui ne permet pas de mesurer les incidences exactes de cette réforme. L'insincérité budgétaire de ce texte doit être soulignée. Ainsi, les 17,7 milliards d'économies ne tiennent pas compte des effets dus à l'accroissement des dépenses sur l'assurance maladie, le RSA, les allocations chômage, l'invalidité, que les spécialistes estiment entre le tiers et le quart des économies à réaliser. Et à l'issue de l'accord trouvé en CMP, les dépenses supplémentaires s'élèvent à un peu plus de 7 milliards. Tout cela, mis bout à bout, il est permis de penser que votre réforme ne pourrait finalement aboutir qu'à 1 milliard d'économies par an d'ici 2030.
Le Rassemblement national de Marine Le Pen a lui aussi déposé une motion de censure. La motion est portée par Laure Lavalette, élue du Var. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui, le 20 mars 2023, prêts à censurer votre gouvernement pour empêcher une réforme des retraites dont personne ne veut? Pourquoi? La réponse est simple, mais elle mérite d'être rappelée. Parce que l'ego gouvernemental n'a d'égal que la contestation qu'il provoque contre lui. Cet ego, il a notamment conduit la Première ministre à utiliser 11 fois le 49.3 depuis juin dernier, sans que la brutalité ne s'efface au profit de la lassitude. Madame la Première ministre, vous nous avez dit jeudi dernier, en annonçant votre 11e 49.3 sur cette réforme des retraites, je vous cite, « Ce compromis n'est pas le projet du gouvernement, c'est le texte du Parlement. » Mais quel culot! Quel culot, Madame la Première ministre! Mais Madame la Première ministre, il est trop tard. Quelle que soit l'issue de ce vote ce jour, vous aurez échoué. Échoué à convaincre la représentation nationale. Mais surtout échoué, et c'est finalement ça qui compte, échoué à convaincre les Français. Madame la Première ministre, si votre brutalité n'étonne plus personne, elle s'est accompagnée cette fois-ci d'une propension au mensonge et au contournement marqué et remarqué. Jusqu'au bout, et dans un cynisme absolu, vous avez tenté de dissimuler les manquements de votre projet. Cynisme quand le nombre réel de bénéficiaires de la promesse d'une retraite minimale à 1 200 € est passé de 2 millions à 10 000. Cynisme lorsque M. Dussopt ose dire à la représentation nationale qu'il n'a aucun compte à lui rendre, foulant ainsi aux pieds notre Constitution. Cynisme encore quand aucun ministre n'a daigné répondre sur votre dispositif carrière longue qui tire à pile ou face la durée de cotisation de ceux qui ont commencé tôt, 43 ans, 44 ans, on ne comprend pas. Mais bien loin du juste prix, c'est à la roue de l'infortune que vous jouez. Mais rien de moins étonnant. Garder le silence et rester ambigu était le seul moyen de tenter de vendre votre réforme dont tout, jusqu'à la justification même de son existence, est bancal. Souvenez-vous, elle devait être inévitable, imposée par un prétendu déficit qui menacerait notre système de retraite par répartition et le conduirait à la faillite. Cet argument d'autorité aurait pu vous rendre la tâche bien facile, mais tous les économistes du Conseil d'orientation des retraites lui-même et parfois quelques membres dévoués du gouvernement, merci Monsieur Riester, l'ont désavoué. Notre projet pour les retraites est clair et juste. Plus on a commencé tôt, plus on travaille dur et donc plus on part tôt. Avec Marine Le Pen, un jeune ayant commencé avant 20 ans ne cotisera pas plus de 40 annuités et pourra, s'il le souhaite, bénéficier d'une retraite bien méritée à partir de 60 ans. Et pour ceux ayant commencé à partir après 20 ans, ce sera progressif, sans jamais dépasser 42 annuités et 62 annuités et pas une année de plus. Notre projet s'accompagne de mesures de bon sens, figurez-vous, et qui aurait permis de ne jamais voir cette réforme maltraitante à l'ordre du jour. Je parle bien sûr ici de productivité et de natalité. Car oui, mes chers collègues, oui, ce ne sont pas des gros mots. Ce ne sont pas des gros mots, mais bien les fondations d'un système de retraite par répartition juste et efficace. Pour une société du plein emploi qualitatif et contre une société du plein emploi ubérisée, réindustrialisons le pays, produisons les richesses en France, donnons la priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics, supprimons la CFE qui pénalise les entreprises locales, baissons les impôts de production qui nuisent à la relocalisation. Pour une société qui mesure la nécessité vitale d'une natalité forte, soutenons financièrement les Français qui souhaitent agrandir leur famille, facilitons l'accès à la propriété des jeunes couples et instituons une part fiscale pleine dès le 2e enfant. Le 21 mai 1850, lors de son discours en faveur du suffrage universel et contre un projet de loi visant à l'empêcher, Victor Hugo, à cette tribune, disait ces mots. « Cette loi est invalide, cette loi est nulle, cette loi est morte avant même d'être née et savez-vous, s'il vous plaît, on écoute l'oratrice. Ce qui la tue, c'est qu'elle ment, c'est qu'elle est hypocrite dans le pays de la franchise, c'est qu'elle est déloyale dans le premier pays de l'honnêteté, c'est qu'elle n'est pas juste, c'est qu'elle n'est pas vraie, c'est qu'elle cherche en vain à créer une fausse justice et une fausse vérité sociale. De ces mots, Madame la Première ministre, je n'en effacerai pas un seul au sujet de votre funeste réforme. Nous voilà maintenant à quelques minutes d'un vote décisif et je m'adresse à vous, chers collègues de tous bords. Votre intégrité de parlementaire n'est-elle pas heurtée par les marchandages en provenance de l'Élysée ? Comment tolérez-vous la menace d'une dissolution dès lors que le président de la République cherche à vous convaincre ?
pouvoir? Acceptez-vous de participer ainsi au délitement de notre démocratie? Sauf ceux de mauvaise foi. Nous savons tous ici qu'une motion de censure n'est pas un programme commun, pas plus qu'une volonté de gouverner ensemble. Mais elle est avant tout l'un des derniers moyens constitutionnel de rejeter cette réforme inutile et injuste dont l'immense majorité des Français ne veut pas. En unissant nos voix, nous exprimerions uniquement la volonté du peuple de France sur ce texte. Alors chiche, Monsieur Macron, allons à la dissolution et demain nous reviendrons plus nombreux encore pour donner un groupe plus puissant, voire majoritaire à Marine Le Pen, car plus que jamais, je suis convaincue que nous sommes la véritable alternance, convaincue qu'après vous, ce sera nous. Alors nous le disons haut et fort à tous ceux qui nous font part de leur sentiment d'un acharnement inhumain de la part d'un gouvernement à la dérive. Tenez bon, 2027 n'est plus si loin. Les deux motions de censure sont mises à la discussion commune. Première à prendre la parole, Aurore Bergé, la chef de file des députés Renaissance, salue l'unité de la majorité. D'abord, je dois le dire, et je le dis, s'il vous plaît, au nom de mon groupe de manière claire, il y a ceux qui ont été solides. Et cette solidité, Madame la Première ministre, c'est d'abord la vôtre. Celle qui avait résisté avec courage et avec dignité, malgré les cris de cet hémicycle, malgré l'impossibilité qui vous était faite de parler, vous vous êtes exprimé de manière claire et vous avez fait honneur à la vie politique et à la vie démocratique de notre pays. Le ministre du Travail, que vous n'avez eu de cesse d'invectiver, d'insulter, de piétiner au sens figuré, mais en vérité, finalement, vous aviez envie de le faire au sens propre. Oui, Olivier Dussopt, avec Gabriel Attal, ont porté avec courage le projet qui est aujourd'hui soumis à vos votes. Ensuite, il y a cette motion de censure présentée en grande partie par le groupe Lyotte, avec une diversité qui ne vous aura pas échappé, chers collègues, dans la composition de votre groupe. Mais je parle à ceux qui, dans votre groupe, ont défendu la réforme des retraites, qui ont défendu la candidature de François Fillon, qui disait « allons-y, allons à la retraite à 65 ans ». Et je pense notamment à Charles de Courson, puisque lui-même avait assumé avec clarté cette campagne. Et puis, il y a le groupe Les Républicains. Et en vérité, la vérité nous oblige à dire que oui, nous avions un compromis que nous avions bâti ensemble. Oui, parce que ça n'est pas un gros mot dans la vie politique et démocratique que d'établir du consensus et que d'établir des compromis. Parce que c'est la force même de notre Assemblée que de tout faire pour que des compromis existent. Et ce compromis, il a été souhaité ardemment et voté. Il a été voté au Sénat. Au Sénat, la droite a la majorité absolue et la droite a voté au Sénat. En commission mixte paritaire, oui, cela a été voté par le président du groupe Olivier Marleix. Enfin, il y a l'extrême droite. Je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais c'est quand même comme ça qu'on continue à vous caractériser parce que c'est ce que vous êtes au fond de vous, c'est ce que sont vos valeurs. Et finalement, que dire sur le Rassemblement national ? En fait, vous, c'est un peu le mime Marceau. Ça gesticule, mais ça parle pas. Parce qu'on vous demande de vous taire. La vérité, elle est claire. Il y a un chef, une chef, et seule elle a droit à la parole. Les autres doivent d'abord se taire et appuyer sur le bouton ou lever la main quand on leur demande. C'est ça, la triste vérité qu'est le Rassemblement national. Et puis enfin, il y a, face à moi, la majorité. Les trois groupes de la majorité, unis, soudés, responsables, qui ont assumé et qui assument jusqu'au bout leurs valeurs, leurs convictions et qui le font sur le terrain tous les jours. Allez, oui, nous le savons. Attendez, Madame la Présidente Berger, une réforme des retraites demande toujours du courage. Mais ce courage, la majorité l'a. En conclusion, face aux extrêmes, face aux alliances de circonstances qu'on a vu fleurir ces derniers jours, face aux opportunismes de tous bords, face au cynisme qui peut trop souvent exister ici. Oui, la réponse, encore et toujours, elle est dans le dépassement et elle est dans le rassemblement. Les Français nous ont élus, les Français nous ont choisis, les Français sont prêts, eux, au dépassement et au rassemblement. La majorité y est prête, que celles et ceux qui sont de bonne volonté s'engagent avec nous.
La présidente du groupe La France Insoumise prend ensuite la parole. Elle veut relayer la colère du peuple contre la réforme des retraites. Elle rappelle qu'une majorité de Français sont contre cette réforme. La parole est à Mathilde Panot. Le peuple vous regarde. Il vous regarde comme on regarde quelqu'un qui a trahi, dans un mélange de colère et de dégoût. La colère et le dégoût sont familiers. Les Français l'ont éprouvé au lendemain d'un dimanche de 2005. Depuis, ils ont déserté les urnes. Ils sont retournés parfois. Ils étaient déçus en 2017, résignés en mars 2022. Ils vous ont sanctionnés en juin dernier et vous les avez à nouveau trahis. Trahis en faisant comme si Emmanuel Macron avait été élu sur son programme. Trahis en gouvernant depuis 9 mois comme si vous étiez majoritaire. Trahis avec un misérable 49.3 pour faire passer une réforme dont personne ne veut. Jamais un président n'a voulu gouverner avec autant d'aplomb par la colère et le dégoût. À présent, 2 Français sur 3 veulent que cette motion de censure aboutisse pour faire chuter le gouvernement et votre réforme. Oui, jeudi était le premier jour de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous n'avez aucune légitimité à faire cette réforme et vous le savez. Votre défaite est d'autant plus grande que vous aviez mobilisé tout un arsenal pour l'imposer de force. 50 jours pour discuter d'un texte, un temps de parole limité, des petits accords de couloir, des ministres qui défilent pour parler d'une réforme juste et équilibrée, de gauche et qui ne fera pas de perdants, d'autres qui accusent les grévistes de provoquer une catastrophe écologique, agricole et sanitaire, un vote bloqué au Sénat, un bras d'honneur à l'Assemblée, pour finir par un 49.3 sous forme d'aveu de faiblesse. Quelle misère morale et politique! Ni légitimité populaire, ni légitimité parlementaire, vous avez précipité le pays dans une crise de régime. Le 49.3 a fait l'effet d'un détonateur. Jeudi dernier, des centaines de milliers de gens dans tout le pays se sont réunis spontanément, sidérés par votre brutalité. Ils savent où réside la violence, la vraie. Pas dans des autocollants placardés sur une permanence, mais dans le fait d'imposer 2 ans ferme, de briser, d'user, d'épuiser encore davantage les corps et les nerfs. Comme à chaque fois, vous vous servez de la police pour répandre le dégoût. En quelques jours, on a vu poindre le spectre des gilets jaunes dans le maintien du désordre. Jeudi soir, 97% des personnes interpellées ont été relâchées sans poursuite. 1400 gardes à vue prolongés inutilement. Des jeunes manifestants humiliés, agenouillés le dos au mur, les mains sur la tête. Des charges violentes et injustifiées, des nasses et fouilles arbitraires. Vous tentez désespérément de relancer la machine à découragement. Vous n'y parviendrez pas. Vous n'y parviendrez pas car la période a révélé aux yeux de tous une réalité insoutenable. Vous ne servez à rien. Peu importe l'issue de cette motion de censure, vous avez déjà perdu. La réforme des retraites a reçu le soutien d'Éric Ciotti. Mais à l'Assemblée, le groupe LR est divisé. Une quinzaine de frondeurs refusent de cautionner une réforme qu'ils considèrent comme injuste, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. À la tribune, ces divisions sont éludées par Olivier Marleix, président du groupe LR. Nous assumons la nécessité d'une réforme pour sauvegarder notre système de retraite et défendre le pouvoir d'achat des retraités. Le respect du travail, c'est aussi le droit à une retraite décente après une vie de travail. Oui, nous assumons d'avoir tempéré cette réforme. 63 ans à la fin du quinquennat plutôt que 65 ans. Oui, nous assumons d'en redistribuer tout de suite le bénéfice pour 1,8 million de retraités aux carrières complètes, mais aux pensions les plus modestes, pour leur permettre d'avoir 670 € de plus en moyenne chaque année. Non, nous ne nous associerons pas à ceux qui ont pour funeste slogan « tout cramer ou révolution ». Nous ne voterons donc pas les motions de censure. Nous ne nous laisserons pas entraîner par une extrême gauche qui assume de vouloir détruire les institutions de la Ve République. Nous ne serons pas les témoins de ces noces barbares entre ceux qui assument vouloir mettre le chaos et ceux qui, silencieux, n'ont aucune proposition pour sauver les retraites, mais espèrent tirer profit de ce chaos.
Soyons clairs, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la réforme des retraites, c'est le président de la République. Nous regrettons cette méthode qui confond volonté politique et absence de dialogue social réel et sincère avec les partenaires sociaux. Une méthode qui laisse place à tant de revirements et d'incohérences. Ne vous étonnez pas que les Français n'adhèrent pas à votre réforme, puisque le président Macron lui-même, il y a 3 ans, la critiquait avec virulence. La France a besoin d'unité nationale, mais vous n'en êtes pas le chemin, vous n'êtes que celui de la facilité. Le président de la République a entre les mains de nombreux outils constitutionnels. Il peut changer de gouvernement, il peut recourir au référendum, il peut dissoudre. Soyons clairs, il n'y a aucune offre de notre part, juste une demande, le voir exercer différemment son mandat. À lui d'entendre les avertissements, y compris le nôtre, s'il veut aller au bout de son quinquennat. Réformer, oui. Fracturer, non. Les orateurs des différents groupes politiques se succèdent à la tribune pour donner leur position de vote. Chacun ses arguments, sa philosophie générale sur la réforme. Notre premier regret est celui de n'avoir jamais pu pleinement examiner et voter ce texte en première lecture, alors que les 2 semaines prévues suffisaient à le faire. Chers collègues de l'opposition, en dépit des règles de fair-play parlementaire, et plus encore de toute vertu démocratique, vous avez décidé de détourner notre règlement pour créer une embolie parlementaire. Motion, prise de parole identique à répétition, comportement empreint d'une forte violence symbolique, rappel au règlement et surtout plus de 20 000 amendements, vous avez fait feu de tout bois pour empêcher la tenue de nos débats. Notre second regret est le manque de responsabilité de certaines oppositions. Je ne parle pas de celles qui n'avaient pas de projet, si ce n'est de se cacher derrière une forme de respectabilité pour déposer à la fin une motion de censure en espérant que personne ne remarquerait leur absence de proposition. Je ne parle pas non plus de ceux qui ont défendu et voté en son temps, 2013, une réforme qui a amené les Français à dépasser de plus d'1 an l'âge légal de 62 ans, sans le dire honnêtement, et qui défendent aujourd'hui des propositions totalement illusoires, se raccrochant 60 ans, croyant retrouver par ce totem les grandeurs de 1981 et oubliant les graves difficultés qui ont suivi cette parenthèse enchantée. Nous voulions très majoritairement au groupe démocrate, Modem et indépendant, aller au vote de ce texte. Après peut-être pour certaines et certains des doutes, mais surtout avec la conviction que cette loi était nécessaire et utile. Nous prenons acte de la décision qui a été prise de déclencher la procédure prévue par l'alinéa 3 de l'article 49 de notre Constitution. Cet outil existe. Il permet aux forces politiques qui sont contre ce texte de le rejeter si elles sont majoritaires. Alors le groupe démocrate prend acte de cette inconscience, acte de l'esprit de responsabilité qui anime le gouvernement. Et vous l'aurez compris, bien sûr, soutenant le gouvernement et persuadés de la nécessité d'une réforme pour pérenniser notre système de retraite, nous ne voterons pas cette censure. Mais il y aura un après. Et de toute crise, nous devons tirer des leçons, réfléchir au fond et à la méthode, ce que nous souhaitons profondément au groupe démocrate, Modem et indépendant. Je vous remercie. Quoi qu'il en coûte à la démocratie, la réforme des retraites voulue par le président de la République est un coup de force politique. Elle n'est pas seulement un impôt sur la vie de celles et de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Elle symbolise comme jamais sa pratique solitaire du pouvoir, qui pervertit la démocratie, rend possible son retournement en son contraire, impose ses volontés sans discussion avec arrogance et mépris. Mépris du débat parlementaire et du dialogue social. Mépris de la mobilisation syndicale et de la volonté populaire. Mépris de l'opposition majoritaire dès lors que, comme vous l'avez concédé vous-même, le compte n'y est pas. Mépris de l'intelligence des citoyens quant à leur propre avenir. Mépris de l'exigence de transparence, de sincérité et de vérité.
derrière vos éléments de langage d'une réforme de progrès social, derrière l'outrecuidance d'un ministre du Travail capable de la prétendre de gauche, mais celui-là a tout oublié. Vous engagez à marche forcée la précarisation des seniors qui seront demain plus nombreux au RSA, à la SS et au chômage. Vous taisez derrière ce projet soi-disant juste et équitable que 60% des économies se feront sur le dos des femmes, déjà grandes perdantes de notre modèle économique. Ces mêmes femmes qui occupent en grande partie des métiers pénibles, les métiers du lien que vous qualifiez hier d'essentiels et que vous brisez aujourd'hui, au détriment des besoins d'une société vieillissante et vulnérable. Madame la Première ministre, votre réforme est percluse de fausses promesses et de vrais mensonges. Votre réforme injuste et brutale n'a pas de majorité. Elle n'a pas de majorité dans le pays. Elle a contre elle toutes les organisations syndicales. Plus des 3/4 de nos compatriotes la rejettent. Votre réforme n'a pas de majorité dans cette Assemblée. Retirez-la ou soumettez-la au suffrage des Françaises et des Français. Et si vous ne le faites pas, nous le ferons à travers un référendum d'initiative partagée, donnant la parole à celles et à ceux à qui vous la refusez. Quoi qu'il en coûte à la démocratie, le président se comporte aujourd'hui en forcené, en acharné, enfermé désormais dans un tête-à-tête avec lui-même. Ce n'est pas du courage, c'est des raisons. Retirez cette réforme. Il en coûtera moins que votre obstination, car il en va désormais de l'intérêt général, de la concorde civile, de l'avenir de notre démocratie. Et quand tout s'écroule, je vous l'assure, pour tenir debout, il faut bien plus qu'une paire de bottes. Les députés socialistes et apparentés voteront cette motion de censure transpartisane. Et j'invite chacune et chacun d'entre vous à la voter, car elle est un acte de foi dans une démocratie parlementaire à laquelle le gouvernement et le président, en définitive, ne croient plus. Le président de la République affirmait il y a quelques années qu'il fallait osciller entre humilité et arrogance, et que si vous tombiez d'un côté, vous deveniez soit inefficace, soit dangereux. Vous réussissez dans cette réforme à devenir les deux, quoi qu'il en coûte pour la démocratie. Je vous remercie. Nous sommes à un moment particulièrement grave de notre histoire commune. Sans grandiloquence ni fausse émotion, je crois pouvoir dire que notre pays traverse une crise de confiance sérieuse dont le climat dans notre Assemblée témoigne clairement. Cet après-midi, chacun de nous devra faire un choix en responsabilité. Voter cette motion de censure, c'est faire tomber le gouvernement et ainsi rajouter du désordre au chaos. Chacun des membres de la représentation nationale s'exprimera en son âme et conscience. Je vous rassure, personne, je dis bien personne, ne se réjouit du recours à cet article 49 alinéa 3 parmi les parlementaires ici présents, qui sont tout aussi attachés que vous à la préservation des prérogatives du Parlement. Mais dire que cela constitue un déni de démocratie ou une atteinte aux droits du Parlement, après 175 heures de débat et quasiment autant d'obstructions, nous ne pouvons pas l'entendre. Une réforme de retraite est toujours une réforme difficile, mes chers collègues, ici menée dans un contexte délicat que personne n'ignore. Mais ça n'en est pas moins une réforme nécessaire. Nous sommes confrontés à une réalité démographique implacable et nous devons travailler plus longtemps pour pouvoir y faire face. C'est un choix de société, celui de ne pas augmenter les cotisations sociales ou de baisser les pensions. Même choix qu'ont fait tous nos voisins européens. Ce que nous proposons, c'est une meilleure prise en compte des situations des familles, une meilleure prise en compte des carrières des femmes, une meilleure prise en compte des carrières longues, la valorisation de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et des élus locaux, et ce ne sont là que quelques exemples. Ce texte ne prétend pas bien sûr gommer toutes les injustices qui existent, elles sont nombreuses, mais il y contribue en dédiant 7 milliards d'euros à leur réparation, ce qui n'est pas négligeable, et c'est même plus d'un tiers des économies générées. Mes chers collègues, nous avons devant nous deux motions, l'une d'opportunité et l'autre partisane. Les deux peuvent déstabiliser notre système démocratique. Surtout, les deux nuiront au système de retraite et à sa pérennité, car elles auront pour conséquence de pousser à l'emprunt illimité sur les marchés financiers, dont certains disent pourtant vouloir s'émanciper. Notre mandat électif nous oblige vis-à-vis des Français. La première de ces obligations, c'est agir en responsabilité. Et d'être responsable en ce jour, c'est rappeler qu'un pays surendetté ne peut pas financer son avenir. Prétendre l'inverse, c'est notamment mentir à notre jeunesse qui aura à assumer les conséquences de nos choix.
Par le vote de ces motions de censure, vous légitimez le comportement des députés qui brandissent des pancartes dans cet hémicycle, huent le gouvernement comme dans un stade, couvrent la voix de la Première ministre ou font encore mine de découvrir le fonctionnement d'une commission mixte paritaire. À la fin de nos débats, une chose est certaine toutefois, notre Assemblée, si ce n'est l'ensemble de nos institutions et notre démocratie ne sortiront pas indemnes de cette séquence. Les torts sont partagés, des erreurs ont été commises, de part et d'autre. Nous devons nous livrer à une introspection approfondie sur l'ensemble de ces bancs, sans exception. Je le répète, cette réforme est nécessaire et l'inaction est un luxe que nous ne pouvons pas nous payer, plus nous payer. Vous l'aurez compris, nous avons besoin d'un cap qui permette à tous de se projeter dans un futur serein et ambitieux. Je sais que nous pourrons compter sur votre engagement plein et entier, Madame la Première ministre, pour y parvenir. C'est pour cette raison que les députés du groupe Horizon et apparentés ne voteront pas ces deux motions de censure. Jeudi 16 mars 2023 constitue un point de rupture. La rupture entre un président et tout un peuple. La rupture entre un président de la République qui a théorisé la société des premiers de cordée et tout un peuple qui, depuis qu'il a fait la Révolution en 1789, recherche constamment, obstinément, passionnément la réalisation de la promesse républicaine de l'égalité. C'est au nom de l'égalité que les Français se lèvent contre votre réforme. Ne l'ignorez pas, ne le méprisez pas, ne méprisez pas ces millions de personnes qui ont défilé et qui défileront demain encore soutenues par tout un pays. Ne fermez pas les yeux à la vue des pancartes qui fleurissent un peu partout en France et qui, tant bien que mal, tentent de vous faire entendre raison. Alors pendant quelques instants, je vais me faire le porte-voix de ce que vous avez décidé d'ignorer. Ils chantent avec Macron, liberté, égalité, retraite, mais quand vous serez décédé. Ils chantent encore les précaires, être précaire, ce n'est pas un métier. Ou encore les profits des milliardaires pour les vieux jours de nos grands-mères. La voici enfin la vérité. Notre système de retraite n'est pas en danger, ni aujourd'hui, ni demain. Non, vous voulez faire 18 milliards d'euros d'économies sur le dos des 55-65 ans pour diminuer aveuglément les dépenses publiques, au risque de mettre à genoux notre économie, nos démocraties et nos modèles sociaux. Ce que vous présentez n'est pas une réforme, c'est une aberration. Une injustice faite aux femmes, une injustice faite aux travailleurs de plus de 55 ans qui sont relégués aux marges du marché du travail, une injustice faite aux travailleuses des métiers pénibles qui, malgré la dureté de leur travail, devront travailler jusqu'à 64 ans. Une injustice faite aux travailleurs qui triment avant même d'être pleinement entrés dans l'âge adulte. Derrière les carrières longues, il y a des vies passées à les gagner. Alors oui, c'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir débusqué vos mensonges. C'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir refusé d'être instrumentalisé par un président de la République qui oppose démocratie politique et démocratie sociale. C'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir su entendre le front syndical, un front exceptionnel, un front historique que je salue depuis cette Assemblée. La CFDT, la CGT, FO, CFE-CGC, la SFTC, l'UNSA, Solidaire, la FSU, l'UNEF, la FAGE, la FIDEL, Voix lycéenne et le mouvement national lycéen. Ce front syndical nous oblige. Prenons garde. Prenez garde, la démocratie sociale n'est pas quantité négligeable en démocratie. Elle est notre lien indispensable au monde du travail, aux travailleurs, c'est-à-dire aux Français. Un lien aujourd'hui qui menace d'être brisé. Enfin, c'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir trouvé le chemin d'une concorde derrière le groupe Lyot, que je salue d'ailleurs pour exprimer le rejet de cette réforme injuste et d'une méthode brutale. Vous avez plongé la France dans une crise politique profonde, transformé une crise sociale en une crise de régime. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays qui a pourtant besoin d'engager des réformes structurelles pour affronter la crise climatique et environnementale. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays qui est rongé par la défiance depuis les Gilets jaunes. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays où les températures augmentent et où les pluies ne sont plus, et où demain les travailleurs du BTP travailleront sur les toits sous 50 degrés au soleil. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays qui s'enfonce dans une spirale inflationniste et qui fracasse les plus vulnérables. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, les écologistes voteront sans la moindre hésitation cette motion de censure. Nous ne pouvons pas nous permettre un gouvernement sans légitimité qui n'aura pas les moyens d'agir. Une colère. Pas un coup de colère. Encore moins une vague de désapprobation. Une profonde colère. Quelque chose
dans l'ordre de la révolte même, le refus sans appel de la régression sociale, le refus de se voir voler 2 de ses meilleures années de retraite, le sentiment de ne jamais pouvoir être entendu, le sentiment d'être pris pour des imbéciles, le sentiment de ne pas être respecté, l'idée que ça suffit, tout simplement. Je ne veux même plus vous redire à quel point votre projet est scandaleux, injuste, injustifiable, inégalitaire, régressif, attentatoire au monde du travail et doucereux pour le monde de la finance. Vous pouvez toujours pointer les responsabilités des autres. La vôtre est écrasante. Nous avons entendu les petites manipulations pour se rattraper aux branches. Cette motion tiendrait lieu de vote sur le texte. Ce vote, vous en avez privé notre Assemblée parce que vous alliez le perdre. Vous avez perdu. Cette motion renverrait ce texte d'où il n'aurait jamais dû sortir. Mais désormais, la question va au-delà. La gravité de la situation provoquée par vos choix vous place dans l'incapacité de continuer à conduire la politique de la nation. Chers et chers collègues, par-delà les mesures elles-mêmes, chacune et chacun sait bien ici que ça ne peut pas continuer comme ça. Ne vous racontez pas d'histoire, ne cherchez pas d'excuses ou de justifications. Libérons ce gouvernement de ses responsabilités. C'est notre responsabilité de parlementaires. C'est notre responsabilité de lui demander de partir avec sa réforme sous le bras. Les mobilisations populaires dans notre pays ont provoqué, conquis, accompagné les plus belles avancées sociales et démocratiques. Notre Assemblée doit trouver des issues, tracer des perspectives. Et il faut pour cela produire des gestes. Quels gestes d'apaisement, de respect, de compréhension ont été produits par l'exécutif ces derniers jours? Aucun. Le sens de notre motion est clair. Elle veut porter l'espoir d'améliorer le droit à la retraite, pas de le réduire. Elle veut porter l'espoir d'une alternative politique heureuse. Elle veut battre en brèche les projets dangereux, anti-égalitaires, anti-fraternels de l'extrême droite qui est sans solution pour nos retraites. Notre motion veut mettre un grand coup de frein à la frénésie des politiques libérales et de la loi de l'argent. Elle appelle à mettre à l'ordre du jour les belles choses qui sont dans les têtes et dans les cœurs. Et si le vote de cette motion devait décevoir, nous disposons encore d'outils pour nous faire entendre. Nous avons déposé un recours et une proposition de référendum d'initiative partagée qui devra être validée pour montrer que nos institutions ne sont pas complètement inopérantes face à une telle crise démocratique. Alors, nous irons partout débattre et chercher les signatures par millions pour imposer une sanction démocratique à cette réforme. La bataille se poursuit dans les mobilisations sociales et notamment avec cette grande journée de jeudi prochain. C'est contre cette réforme, pour que vive le droit à la retraite, pour le respect de la volonté populaire, pour sortir de la crise, au nom de la République, que les députés communistes et ultramarins de la gauche démocrate et républicaine sont actrices et acteurs d'une motion de censure. Je vous remercie, mon cher collègue. Voilà donc pour les positions de vote de chacun des groupes politiques de l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne reprend la parole dans une ambiance un peu plus calme et un hémicycle un peu plus vide. Des chants, des hurlements, des invectives, des pupitres qui claquent. Voilà le spectacle auquel se sont livrés jeudi dernier certains députés. Dans un déchaînement de violence comme cet hémicycle en a peu connu sous la Ve République, certains élus de la nation ont une nouvelle fois montré le peu de cas qu'ils faisaient du débat, du Parlement, de la démocratie. Ce n'était pas un fait isolé. C'était le paroxysme de semaines entières durant lesquelles, au cœur même du Parlement, nous avons vu l'antiparlementarisme à l'œuvre sous toutes ses facettes. Mesdames et messieurs les députés, cet après-midi, intervention après intervention, j'ai constaté, en écoutant certains orateurs, qu'il n'y a décidément pas de limite à la duplicité. Ce sont les mêmes qui ont tout fait pour saboter le débat à coups d'amendements dilatoires, de cris et d'insultes qui viennent nous reprocher de ne pas avoir pu suffisamment débattre. La haine et la brutalité ne devraient pas avoir leur place dans le débat parlementaire, car si l'on ne peut plus débattre à l'Assemblée nationale, c'est le fonctionnement même de notre démocratie qui est empêché.
Mais alors, il faut être clair sur les alternatives. Certaines ont été présentées par des amendements dans cet hémicycle. Elles peuvent se résumer en 2 mots, matraquage fiscal. Ce sont des impôts et des charges supplémentaires qui pèseraient sur le pouvoir d'achat des Français et menaceraient leurs emplois. L'autre chemin que certains proposent, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Mais alors, il faut dire la vérité aux Français. Pour équilibrer notre système de retraite par répartition, il nous faudrait travailler 45 années. En transparence, que ceux qui la proposent ou l'ont proposée assument les conséquences d'une telle mesure. Mesdames et messieurs les députés, avec cette réforme, nous ne sommes jamais allés aussi loin dans la construction d'un compromis. Le gouvernement a pris toutes ses responsabilités, mais les aventures individuelles, les positionnements tactiques et la crainte de l'impopularité n'ont pas permis d'assurer une majorité. Cependant, comme il se doit, la démocratie parlementaire aura le dernier mot. C'est elle qui a permis de forger ce texte, de l'améliorer, de l'enrichir par des propositions de l'Assemblée nationale comme du Sénat, des propositions de la majorité comme des oppositions. C'est la démocratie parlementaire qui a permis d'adopter ce texte par 2 fois au Sénat et lors d'une commission mixte paritaire où le gouvernement n'était pas présent et ses soutiens n'étaient pas majoritaires. C'est enfin la démocratie parlementaire qui s'exprimera par votre vote. Le 49.3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français. Car à la fin, il y a un vote. Nous sommes au terme du cheminement démocratique et politique de cette réforme. Si vous voulez renverser le gouvernement qui la porte, vous en avez désormais la possibilité. Je vous remercie. Lors du vote d'une motion de censure, seules les voix pour comptent, c'est-à-dire que les députés qui ne prennent pas part au vote ou ceux qui s'abstiennent sont considérés comme soutenant le gouvernement. Alors voyons tout de suite le résultat du scrutin. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je vais mettre maintenant en voie la motion de censure déposée par Madame Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 287. Pour l'adoption, 94. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Aucune des 2 motions de censure déposées n'ayant été adoptée, le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire modifié par l'amendement déposé par le gouvernement, est considéré comme adopté. À 9 voix près, les oppositions ont donc échoué à renverser le gouvernement. Après la décision de recourir au 49.3, des violences éclateront dans certaines manifestations un peu partout en France. La réforme sera promulguée le 14 avril 2023. Ainsi se termine ce numéro des Grands Débats. À très bientôt sur LCP.